Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance. Oh là là, la confiance, c'est tout un sujet. Honnêtement, la confiance, ça se gagne tellement difficilement et ça se perd tellement facilement. Franchement, je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous été trahis par quelqu'un en qui on avait confiance, en qui on croyait. Et franchement, ça fait grave mal. Moi, je vais vous donner quelques petits exemples de ce que j'ai pu vivre. Pourquoi je suis très très méfiante jusqu'à aujourd'hui. Je fais confiance très difficilement. Je m'entoure que de très peu de gens. C'est pas une fierté ou un truc hyper positif. C'est juste les faits. C'est mon vécu qui a fait que, en fait, les gens, j'ai vite vu de quoi ils sont capables. Et ça m'a fait peur, je pense. Et pour me protéger, je me suis dit, doucement, vous n'allez pas m'approcher comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on me dit que j'ai l'air froide ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, je ne veux pas donner accès facilement et ma confiance facilement, en fait. Je pense que beaucoup de choses commencent dans l'enfance, comme j'ai déjà pu dire dans mes vidéos précédentes. Et quand j'étais enfant, petite story time, comme souvent dans mes vidéos, j'ai été donc élevée par un père célibataire qui m'élevait moi et mon petit frère. Donc, mon père, il travaillait beaucoup, il avait 2 jobs, etc. Donc, il ne pouvait pas vraiment partir en vacances avec nous. Et à l'époque, il y avait une jeune fille qui était venue habiter chez nous. Mon père connaissait ses parents et cette jeune fille, elle était originaire de Bretagne, voilà. Elle était venue chez nous, donc en Allemagne, de base dans la même ville où on habitait, en tant que fille au père. Et moi, je sais pas, déjà à l'époque, je l'aimais pas. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans et je sais pas, je la sentais pas. En fait, dans sa famille au père, ça s'était pas bien passé. Donc, elle était venue habiter chez nous pour un moment parce que, donc, comme je disais, mon père connaissait ses parents. Et donc, en fait, elle était un peu, elle faisait office de babysitter, elle devait nous aider avec les devoirs et tout, mais entre elle et moi, ça collait pas. Je pense que mon intuition, elle était déjà grave forgée, en fait, à cet âge-là. Et c'est comme les bébés, les animaux, les enfants, tout ça, ils ressentent quand une personne n'est pas pure ou n'a pas un bon cœur, je pense. Et donc moi, cette personne-là, je sais pas, je l'aimais pas, elle essayait de s'imposer constamment, etc. Et déjà, il faut savoir que moi, vu que j'ai grandi qu'avec mon père, c'était la seule autorité en quelque sorte que j'acceptais. C'était pas quelqu'un qui allait venir comme ça, qui avait genre 8 ans de plus que moi. Ouais, à l'époque, elle avait 20 ans, ouais. Et faire sa loi. Et je voyais qu'elle faisait grave, grave la lèche à mon père, en fait. Elle était pas vraiment qui elle était devant lui, et devant nous, elle était différente. Donc déjà là, en tant qu'enfant, je me disais, ok, c'est bizarre. Pourquoi mon père, il aime bien? Pourquoi il lui fait confiance avec notre garde, par exemple, etc. Et pourquoi moi, je la sens pas? Donc déjà, je me suis dit, ok, les gens, ils montrent pas la même chose en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, arrivent les vacances d'été. Donc, comme je vous disais, mon père, il travaillait vraiment beaucoup. Et cette nana en question, on va l'appeler Sabine. Et bien, Sabine, elle était en vacances aussi, elle était étudiante. Donc, elle a proposé à mon père de nous emmener, mon frère et moi, donc moi 12 ans et mon frère 10 ans, dans sa famille en Bretagne, vu qu'elle rentrait en Bretagne pour les vacances. Donc, mon père, il s'est dit, ah, bah, c'est une opportunité pour mes enfants. Lui, je pense qu'il s'est dit, il va souffler aussi. Voilà, bon, ok. Donc, on part en vacances et on était censé partir chez la grand-mère de Sabine. Ok. Donc, on arrive et tout. Déjà, bref, c'était un petit village, tout ça. Je crois que c'était dans les années 90, si mes calculs sont bons, et je sais même plus. Bref, quoi, c'était déjà un truc. Ouais, pas le kiff pour un enfant, surtout pour un enfant métis, Renoir, de se faire regarder comme ça dans un petit village. Mais bon, voilà, c'était les vacances, il y avait la mer, tout ça, etc. Et donc, la grand-mère de cette Sabine en question, elle avait une maison sur 2 étages, une petite maison et tout. Donc, la chambre d'amis, donc l'ancienne chambre de Sabine quand elle y allait les étés, était libre, était donc en bas. Et la grand-mère et le fils de la grand-mère, donc l'oncle de Sabine, habitaient en haut. Donc déjà, le fils aussi, il habitait encore chez sa daronne. Il avait plus de 40 ans, etc. Donc bizarre le truc. Mais en tant qu'enfant, enfin, j'étais pas trop consciente de ça. Je vous dis ça pour le après de l'histoire. Et donc en fait, on arrive, la grand-mère, elle est gentille, elle nous accueille bien et tout. Une dame vraiment, peut-être, je sais pas, je dirais de 70 ans, quelque chose comme ça, etc. Les premiers jours, ça se passe tranquillement. Elle parle beaucoup, elle pose beaucoup de questions. Bon, elle nous traite un peu comme des petites bêtes curieuses, mon frère et moi. Mais je vous avoue, j'avais tellement l'habitude de ça en ayant grandi en Allemagne, quoi. Donc voilà. Donc on fait nos sorties, on va à la plage. Bon, avec Sabine, c'était pas
Enfin, elle essayait d'être gentille. Moi, je me disais, ouais, bon, je sais pas, je suis en mode méfiance, en retrait et tout. Et les gens avaient toujours tendance à me dire, ah, Amélie, tu boudes, Amélie, t'es froide déjà en tant qu'enfant. Alors que moi, c'était juste, je sentais pas les gens. Et du coup, bah, je bloquais en fait l'accès une fois de plus. Et donc, on va à la plage, on fait des trucs et tout. Du coup, les repas de midi, on les prenait avec Sabine, sa grand-mère, l'oncle, donc mon frère et moi. Donc, c'était dans la cuisine, tout ça, etc. Et un jour, bah, la grand-mère, elle était un peu fatiguée, tout ça. Et donc, Sabine l'a aidé à faire à manger. Et moi, j'ai aidé, je sais plus, j'ai aidé à couper des pommes de terre ou un truc comme ça et tout. Et l'oncle, il passe derrière moi, hyper proche. Donc déjà, je le trouvais bizarre, ce mec, hein. Il était super chelou, tout ça. Bref, il ressemblait pas, dans son attitude, il ressemblait pas aux autres adultes que j'avais rencontrés déjà et tout ça. Et donc, l'oncle, il passe proche et avec son bras, il frôle le côté comme ça de ma poitrine. Je dis ma poitrine parce que, bon, vous imaginez bien qu'à 12 ans, j'avais pas vraiment énormément de poitrine, mais je commençais à être un peu plus développée, c'était le début de la puberté. Donc le gars, il fait ça comme ça. Donc moi, bah, je suis un enfant, je comprends pas trop. Je me dis, ouais, c'est bizarre, je suis mal à l'aise. Mais je me dis qu'il n'a pas fait exprès. Je réagis pas. Et Sandrine, à ce moment-là, elle était tournée, donc elle ne voyait pas. Et mon frère, il avait 10 ans, il calculait pas, je sais pas ce qu'il faisait, il jouait avec un truc, etc. Donc première fois. Donc après, il y a le déjeuner, tout ça. Je vois que l'oncle, il me regarde souvent. Il regarde au niveau de ma poitrine et tout ça. Enfin, il était bizarre. J'étais vraiment mal à l'aise et tout ça. J'avais entendu Sabine parler avec un membre de la famille en disant: ah non, nous, on va plus chez la grand-mère. Tu sais très bien pourquoi on ramène plus les filles chez la grand-mère. Déjà, moi, je comprends pas comment tu as pu y aller et tout. Enfin bon, c'était pas un truc positif, quoi. Et je voyais que la famille qu'elle nous présentait, on allait chez eux sans l'oncle et la grand-mère. Et personne venait chez la grand-mère, en fait. Ok, donc le séjour il continue. On devait rester 2 semaines, je crois. Ouais, 2 semaines. Le séjour il continue et tout. Un autre jour, je suis encore dans la cuisine. Je prépare le petit-déj pour mon frère et moi et tout. Donc la grand-mère était de sortie. Je crois que c'était un dimanche, donc elle devait être à l'église ou un truc comme ça. Sabine, je crois qu'elle se préparait en bas, machin, tout ça. Enfin, je sais plus exactement. En tout cas, j'étais seule avec l'oncle dans la cuisine. Parce que comme je vous ai dit, l'oncle, il vivait en haut. L'oncle, il fait la même chose que la fois d'avant. Là, il passe et tout, et il passe sa main comme ça, en faisant genre, il va attraper un truc dans le tiroir d'au-dessus. Enfin, pas le tiroir, mais le placard d'au-dessus. Et donc moi, je le regarde comme ça, et il me regarde, il reste fixé sur moi, comme un ouf. Et je le regarde, et je fais, tu me touches pas. Et je sais pas, en fait, j'ai ressenti, moi, en tant qu'enfant, que, c'est pas normal ce qu'il fait. Et donc, lui, il me dit un truc, ouais, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai fait, ça fait 2 fois que tu m'as touché. Et le gars, il me regarde comme ça, et il commence à dire, ouais, franchement, petite ingrate, tout ça. Bref, je sais plus exactement, mais en gros, que je devrais être reconnaissante de même être accueillie dans la maison de sa mère, etc. Et que j'ai pas à lui parler comme ça. Et j'ai dit, tu me touches plus jamais. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Et le gars, il passe derrière moi, il passe sa main comme ça, il veut passer sa main sur mes fesses en partant, en fait. Et là, j'ai tapé sa main, j'ai fait: tu me touches pas, ne me touche pas. J'ai crié comme ça. Comme j'ai crié à Sabine qui est montée dans les escaliers, mon frère était derrière elle. Et elle disait: qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et l'oncle, il commençait à dire: elle est folle, cette petite, c'est une ingrate, on l'accueille, voilà comment elle se comporte et tout ça. Et donc, je vois que la Sabine, elle me dit juste: Amélie, viens, on descend. Donc, on est descendu. Moi, j'étais en pleurs, j'étais super énervée, en fait, je me souviens. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et je me souviens de ça comme si c'était hier. Et donc, elle me dit: oui, je suis vraiment désolée. On savait qu'il était bizarre. Il y a eu beaucoup d'échos dans la famille. Même ma sœur, elle avait dit qu'il avait des gestes déplacés avec elle. Mais on n'a jamais eu de preuves. Mais en tout cas, les gens de la famille ne ramènent pas leurs enfants. Mais moi, je pensais que ça y est, qu'en gros, il n'était plus là-dedans. Comment ça, espèce de connasse, il est plus là-dedans? Tu viens de voir ce qu'il a fait. Enfin, en tout cas, voilà. Enfin, je te raconte ce qu'il a fait. Donc, bref. Donc, en gros, je vous dis tout ça pour vous dire que la meuf, elle est compréhensive. Elle me dit: oui, c'est vrai. En plus, les gens savent déjà qu'il est bizarre. En gros, le mec, c'est un pédophile. Enfin, voilà, il faut dire les termes. Et donc, mon petit frère, en fait, il était petit, il avait 10 ans, mais il était toujours dans le mood de je défends ma sœur et tout. Donc, il a dit: non, maintenant, on ne reste plus là. Moi, j'ai dit: ouais, moi, je veux partir, etc. Et du coup, il s'agissait du moment où la Sabine, en question, je dis la Sabine. Et moi, quand j'aime pas les gens, je dis la un tel et je dis le prénom. Déjà, ça veut dire que la personne, elle m'a saoulée. Voilà. Et donc, il s'agit
d'appeler mon père. Dites-vous que c'était la période où il n'y avait pas de portable encore, hein. Ouais, ouais, le truc à l'ancienne. Donc, il fallait qu'elle appelle mon père pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que moi, j'allais pas rester là-bas. Donc, voilà, fallait rentrer. Là, pour moi, c'était en mode, je ne reste plus là-bas. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est dit. Comme je vous ai dit, elle est partie appeler, etc., gérer des trucs. Au final, donc quand elle est revenue, elle a dit, bon, bah, là, je vais parler à ma grand-mère, tout ça, etc. Bon, blabla. Ok. Nous, mon frère et moi, on est restés en bas, on n'est plus montés. On attend, la grand-mère, elle arrive, on entend qu'elle rentre dans la cour et tout ça. Donc, Sabine essaie de l'interpeller et tout ça. Et au moment où elle essaie de l'interpeller, il y a l'oncle qui descend, qui fait « Maman, maman, c'est des malades ces enfants, fallait jamais les faire venir chez nous, tout ça, voilà les ingrats, etc. » Bref, il a dit des trucs, voilà, laisse tomber. Et donc en fait, Sabine, elle a dit « Bon, on va attendre et tout ça, je lui parlerai après. » En attendant, l'oncle, il a raconté une histoire de ouf à la grand-mère. En gros, nous, on est des ingrats, j'ai fait une scène pour rien. Donc la grand-mère, elle nous a dit eh, faut tailler, cassez-vous de ma maison, vous avez 24 heures, je ne veux plus vous voir. » Donc voilà, donc en gros, elle nous a chassés avec sa petite fille, quoi. Bon, tout ça pour vous dire que déjà, c'est une expérience bien traumatisante, comme vous vous doutez. C'était une dinguerie. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai les nerfs à cause de cette histoire. Donc bref, on rentre, on prend le train de la Bretagne jusqu'à Paris, de Paris jusqu'en Allemagne, un voyage hyper long et tout. En attendant, la Sabine, elle me dit, non, mais t'inquiète pas, Mio, c'est pas grave et tout. Parce que moi, en fait, je savais même pas comment... En fait, j'avais ce truc de maintenant, la grand-mère nous a virés à cause de moi, parce que j'ai fait une scène. En même temps, bah, le mec, il est pas net. Enfin, t'as 12 ans, tu t'assimiles pas tous ces trucs-là. Donc, elle avait des mots quand même confortants. Et là, je me disais, ah non, peut-être qu'elle est gentille quand même et tout. Maintenant, je comprends pourquoi mon père, il l'aime bien, pourquoi il lui fait confiance. Donc, en fait, avec tout ça, et ben, j'étais pris dans le truc où je me suis dit, peut-être c'était moi, j'étais un peu méchante avec elle. Au final, c'est quand même quelqu'un de bien et tout. Non. En fait, là, on arrive donc en Allemagne. Et donc, à l'époque, j'habitais à Munich. Et donc, vous savez comment c'est quand le train, il rentre en gare, etc. et tout. Et mon père, il nous attendait sur le quai de la gare. Donc, pas en bout de quai, mais voilà. Donc, le train, il avance, il ralentit de plus en plus, etc. Et là, on voit mon père qui est sur le quai. Il a le visage serré et tout ça, parce que il faut se mettre à sa place, forcément. Je ne sais pas ce que la Sabine lui a dit, etc. Mais voilà, il avait le visage serré et tout ça. Et dites-vous que mon père, il est togolais, c'est un père africain. Pour ceux qui ont grandi avec des parents quinf, on ne parle pas de ce genre de choses, en fait. De tout ce qui est relations sexuelles, de tout ce qui est trop d'intimité et tout ça. Chez nous, à la maison, c'était un sujet, il n'existait pas, en fait. Donc moi, pour moi, en tant que petite fille de 12 ans déjà, de dire oui, papa, le monsieur, il a essayé de me toucher, c'était inimaginable. Donc en fait, c'était vraiment de la responsabilité de l'adulte, la jeune adulte, la Sabine, de lui raconter toute l'histoire, en fait. Je ne sais pas ce qu'elle lui a raconté, mais en tout cas, on arrive sur le quai de la gare, donc voilà, la Sabine, elle est normale, tout ça, etc. Elle voit la tête de mon père, elle commence à éclater en sanglots. Elle fait... Bon, je suis une mauvaise actrice, hein. Et mon père la voit, il fait, non, mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Comment ça va aller, meuf? Il y a 2 secondes, t'allais bien, tu me disais que c'était pas de ma faute. Et là, elle commence à sangloter, à dire « Ouais, bah, j'ai perdu toute ma famille maintenant à cause de tout ça. J'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? » Non, non. Elle a fait la victime. Elle a fait la victime sur mon dos. Et vous voyez comment je suis encore... Non, mais c'est une dinguerie. Donc, en gros, elle a fait la meuf. Maintenant, elle est en froid avec sa famille, avec sa grand-mère qu'elle adore tellement. Parce que moi, j'ai fait une scène là-bas, etc. Machin. La meuf, elle a fait volte-face en même pas 20 secondes, les gens. En même pas 20 secondes, elle a fait volte-face. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai quoi à dire? En plus, j'avais même pas les termes pour expliquer le truc. Donc, je me souviens, ce jour-là, on est rentré à la maison. Dans la voiture, personne parlait. Quand on est rentré à la maison, mon père me dit « Amélie, va dans ta chambre. » Voilà. Donc, moi, j'ai attendu le week-end que ma marraine arrive pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Ma marraine, elle a dit, bon, t'inquiète pas, je vais parler à ton père. Et donc, ma marraine a parlé à mon père. Et dites-vous que malgré ça, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, que culturellement, en fait, tout ça,
c'est des trucs qu'on n'abordait pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que maintenant, avec mes filles, enfin, la petite, elle est toute petite, mais avec la grande, hors de question que je sois dans ce mood-là, parce que c'est tellement important qu'on puisse parler à ses parents, quoi. Enfin bon, en tout cas, on en a jamais parlé. Mon père était super énervé. Moi, je pensais qu'il était énervé contre moi. Des années après, quand j'ai forcé la conversation, il m'a expliqué qu'il n'était pas énervé contre moi, mais qu'il s'en voulait de ne pas avoir eu le temps de partir en vacances avec nous et de m'avoir envoyé au casse-pipe en quelque sorte. Et qu'en fait, il se faisait des reproches. Et du coup, sa pudeur lui permettait pas de m'en parler. Ou, enfin, sa pudeur, je ne peux pas dire lui permettait pas, mais en fait, il avait pour truc d'intérioriser. Et il m'a dit, oui, j'ai réglé la situation, t'inquiète pas. Ouais, mais moi, c'était pas satisfaisant. À ce moment-là, j'aurais eu besoin qu'on me dise, t'inquiète pas, ma fille, c'est pas de ta faute, etc. Mais bon, voilà, les rapports, ils étaient comme ça. Et avec le recul, bah voilà. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'en fait, pour vous dire que là, à 12 ans, j'ai vu qu'une personne, elle peut faire la gentille avec toi. Et 20 secondes après, en fait, tellement te trahir, tu vois, mais au plus profond de toi, alors que tu viens de vivre un traumatisme. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, les adultes, ils sont bizarres, faut faire attention. Plus les années, elles avançaient, ben forcément, plus je vivais des choses comme tout le monde, etc. Et je voyais, ah ouais, les gens, ils pensent beaucoup à eux. Et moi, je veux pas me faire passer pour quelqu'un de hyper pur et tout. Non, c'est pas le cas. Mais s'il y a un truc que j'ai pas, je suis pas une profiteuse et je vais jamais demander plus que ce que je donne. Et, euh, et en fait, ça fait que ça m'a tellement fait défaut, que ce soit en amitié, en amour, etc. Parce que les gens étant tellement en confiance avec moi, et je leur donnais ma confiance aussi, qu'ils l'ont pris comme un truc gratos, pas comme un truc pour lequel ils ont dû travailler ou faire un effort, etc., ou pour lequel ils ont dû se prouver. Non, c'est qu'en fait, je les traitais déjà... D'un côté, j'étais méfiante, mais dès que cette barrière-là était passée de, bon, non, au final, la personne, elle est quand même bien, et ben les gens, ils partaient en cacahuète, ils en profitaient. J'ai eu des potes qui m'ont volé des trucs chez moi. J'ai eu voilà, des ex, de la tromperie, des trucs comme ça, forcément. Je dis forcément parce que malheureusement, on l'a quasiment toutes vécu. J'ai eu tellement de choses. Et c'est vrai qu'avec le temps, même si j'essayais de redonner une chance aux gens, j'avais plus... J'avais... Vous savez, c'est comme un peu un truc, on a un certain niveau de batterie en quelque sorte. Et en fait, c'est comme si ma batterie, avec chaque déception, elle se déchargeait et elle ne se rechargeait pas pleinement. Donc en fait, elle se déchargeait de plus en plus. Et là, à un moment donné, j'étais avec ça, avec vraiment que ça qui restait. Parce que si vraiment la batterie, elle allait s'éteindre là, j'allais être vraiment en mode solitaire, plus d'amis, plus de connaissances, plus personne. Mais c'est vrai que même là, je suis encore au stade où la batterie, elle est vraiment petite. Donc, c'est pour ça que j'ai un entourage vraiment très, très petit. Quelques personnes à qui je fais confiance. Mais c'est vrai que j'ai ce truc aujourd'hui de, je fais confiance, mais si la personne me fait un truc bizarre, je ne suis pas surprise. C'est triste en fait, hein, franchement, de dire ça. Parce qu'en réalité, c'est pas que je m'attends à ça, je veux pas m'attendre à ça et je veux pas attirer ça. Mais en fait, j'ai vu comment les gens, quand ils essayent de sauver leur peau, peuvent se retourner en fait. Et quand vous vivez déjà ça dans l'enfance, bah, ça vous marque jusqu'à l'infini. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais même plus de force à espérer que les gens que je rencontrais, c'était des gens bien. Et je sais pas pourquoi, ces derniers temps, je suis quand même tombée sur des personnes où je me suis dit, non, mais yo, tu vois, ils sont consistants dans leur démarche, ils continuent à être bien, tu leur as rien donné, t'as rien dû leur apporter. En fait, il y a un équilibre entre vous. Et il y a un truc que mon gars, il m'a dit, tu sais, souvent, tu as été déçu par les gens parce que tu t'es entouré de gens euh, qui n'étaient pas à ta hauteur. Là, c'est pas une question d'arrogance, hein, mais des gens qui n'étaient pas à ta hauteur, c'est-à-dire que il y a une balance et chacun doit apporter à peu près de la même manière. Il faut que ce soit complémentaire. Et moi, j'étais souvent là, c'est-à-dire que moi, je donnais beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup de trucs matériaux, beaucoup de temps, etc., beaucoup d'énergie. Et l'autre personne, elle était là
à plus demander, avoir besoin de, vouloir que, etc. Donc, il n'y avait pas d'équilibre. Et une fois que cette personne-là, bah, je l'aidais beaucoup ou qu'il y avait quelque chose, et ben la personne, limite, elle m'en voulait. Et elle disait, ouais, tu crois que tu es mieux que moi. Mais tout ça, elle me le disait parce que je connaissais ses faiblesses, du moins ce qu'elle-même, elle ressentait comme faiblesse. Donc, j'ai remarqué, les gens te trahissent quand ils se sentent, quand ils ont un complexe d'infériorité. Les gens te trahissent pour sauver leur peau. Les gens te trahissent par jalousie. Bref, il y a tellement de choses et c'est vrai que c'est super difficile de se relever après chaque trahison et de refaire confiance et de se réouvrir au monde en quelque sorte. Mais vous savez quoi? Moi, je me dis, en même temps, on ne peut pas vivre dans cette méfiance éternelle. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que je suis tombée sur des personnes beaucoup mieux ces derniers temps. Parce que je me suis dit, peu importe ce que j'ai vécu, je vais attirer des gens plus positifs, des gens plus capables en fait, des gens qui ont peut-être déjà le niveau de vie ou les choses que moi je veux atteindre et qui pourront moi me servir un peu d'exemple ou d'équilibre, etc. Et des gens avec qui je vais pouvoir partager certaines choses et justement la balance, elle va être équitable. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura toujours ce problème de je ne pourrai pas faire confiance parce que la personne, elle va me faire un coup, elle va me faire un coup tordu, voilà, ou elle risque de me faire un coup tordu. Voilà, voilà. Donc, encore un petit aspect hein, de ma personnalité, la méfiance. Mais vous aurez compris pourquoi. Je vous avoue, le fait aussi de faire des vidéos et tout ça, ça aide parce que je parle beaucoup avec des gens ou parfois, bah, la dernière fois j'étais dans un centre commercial, il y a une personne qui m'a abordé, une jeune femme et tout, qui m'a dit ouais, tu fais des vidéos, ça m'aide beaucoup, etc. Et tu vois que les gens, ils sont là, ils sont vrais quand ils te parlent et tout ça. Et tu dis, non, il y a quand même des bonnes personnes, il y a des personnes qui ont vécu les mêmes dingueries, enfin, le même genre de dingueries, etc. Et du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont bonnes et qui sont dignes de confiance. Donc, il ne faut pas fermer la porte totalement. Mais il y a un truc, c'est que j'écouterai toujours mon intuition maintenant. Et vous savez, là, quand j'avais 12 ans, je ne savais pas encore ce que c'était l'intuition et tout ça. Mais la nana, la Sabine en question, je ne l'aimais pas. Et il y avait une raison, parce que c'était une vieille meuf, elle était fausse. Et ça n'a jamais changé. Et dites-vous que cette personne est toujours en contact avec mon père. Moi, personnellement, j'ai dit à mon père qu'il ne faut pas qu'il m'en parle. J'ai pas envie d'être en contact avec elle, qu'elle m'appelle pas, même pas pour s'excuser pour quoi que ce soit, parce que par la suite, elle a fait encore d'autres trucs. Et mon père l'a beaucoup cru. Et, euh, et c'est quelque chose qui fait aussi que je vois que même tes proches, les plus proches, tu vois, ils peuvent te blesser. Et pareil, tu vois, ça peut t'enlever une fois de plus ce truc de confiance parce que tu te dis, ouais, là, tu es censé me protéger, mais tu protèges quelqu'un d'autre. Enfin bon, cette vidéo, elle est assez personnelle, hein. Je ne sais pas si je vais poster tout ça. Je vais peut-être couper des trucs au montage, on verra. Protégez-vous, protégez votre cœur. Faites attention, vraiment. Et fiez-vous à votre intuition parce que c'est ça qui va vous aider à voir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Voilà, j'espère que ma vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec quelqu'un que ça pourra inspirer, intéresser, à qui ça pourra donner de la force, ok? Et voilà, sinon, checkez mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, tout ça, je vous mets les liens en barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao.